Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Avec à la une cette semaine, les prix de l'énergie au cœur des préoccupations des territoires. Pour baisser la facture, les collectivités font la chasse au moindre gaspillage énergétique, notamment dans la Loire, comme nous le montrera TL7. Dans les Yvelines, un bâtiment est quant à lui chauffé grâce à la chaleur de la route. Explication de TV78 à suivre. L'accueil des réfugiés ukrainiens aussi dans ce journal. Dans la Haute-Garonne, un adolescent et sa mère se construisent progressivement un nouveau quotidien loin des bombardements. Un reportage de Via Occitanie à découvrir dans cette édition dans un instant. En Bretagne, la chaîne TVR nous emmènera sur un chantier naval pas comme les autres, celui d'un voilier historique. La remise à l'eau est pour bientôt grâce notamment au travail de bénévoles. Et puis si vous êtes en appétit, ce reportage est pour vous. En fin d'édition, les rillettes du Mans seront mises à l'honneur. Le nouveau record du plus long sandwich aux rillettes vient d'être battu. Plus de 101 mètres, de quoi casser la croûte à plusieurs avec ce reportage de LMTV dans la Sarthe, bien sûr. Voilà, il est des 1er avril meilleurs que d'autres. Depuis vendredi, les automobilistes peuvent profiter de la remise carburant annoncée il y a quelques semaines par le Premier ministre. Une remise qui peut atteindre 18 centimes par litre d'essence en France métropolitaine. Un soulagement pour de nombreux particuliers et professionnels alors que les coûts de l'énergie s'envolent depuis le début de la guerre en Ukraine. Les collectivités sont-elles aussi impactées? Et dans la Loire, par exemple, le maire de la commune de La Roche-Molière a vu sa facture augmenter de 17 000 € au mois de février. Un surcoût difficile à absorber pour la commune. Pour faire la chasse aux économies, le maire a donc décidé de passer à l'action et traque le moindre geste énergivore. 40 000 m² de bâtiments publics doivent être chauffés. Écoutez son témoignage au micro de Céline Ercilia pour la chaîne TL7. À l'entrée, toutes les portes de partout, on l'a mis sur tous les bâtiments communaux, sur tous les gymnases, les stades, les écoles, de partout. Et je passe aussi de façon aléatoire, partout, tout le temps. Et c'est énervant. Je suis un peu le père fouettard des économies, mais en même temps, quand on reçoit les notes, eh ben, c'est comme à la maison. Moi, mes enfants, je leur dis de fermer les portes et d'éteindre les lumières parce que c'est papa qui paye les notes. Et là, c'est le maire qui paye les notes, qui gère le budget de la commune. Et voilà, il faut éteindre les lumières et fermer les portes, ce qui nous permet de faire des économies. Voilà des gestes simples que chacun d'entre nous essaie d'appliquer au quotidien. Zoom à présent sur une autre initiative technologique, celle-ci. Dans les Yvelines, une entreprise travaille depuis quelques années au développement d'un système de chauffage rendu possible grâce à la route. Près du péage de Saint-Arnoux, dans les Yvelines, chaleur du soleil et voitures sur la chaussée permettent de chauffer un bâtiment. Une invention étonnante. Écoutez les précisions au micro de Céline Charles de TV78, la chaîne des Yvelines. L'été, les routes vont chauffer, le revêtement va monter en température environ 60 degrés. Donc en fait, on a eu l'idée de mettre dans la deuxième couche de la route des tubes dans lesquels on va faire circuler un fluide caloporteur, on va le faire passer dans les sondes géothermiques et on va augmenter la température naturelle de la Terre qui est aux alentours de 15 degrés. Ça, c'est l'été. Et quand on a besoin l'hiver donc de chauffer un bâtiment, des logements, une piscine, un gymnase, à ce moment-là, on va extraire les calories qui sont dans ce volume de terre concerné par les sondes géothermiques. Et on va extraire avec des pompes à chaleur d'une manière classique pour chauffer tous ces équipements. Les prix de l'énergie, vous le savez, qui sont indexés ces dernières semaines sur la situation en Ukraine. Côté humain, de nombreux habitants continuent de fuir le pays pour échapper aux bombardements et tentent de se réfugier un peu partout en Europe. Pour ceux déjà arrivés, l'enjeu est désormais de trouver leur place dans leur nouveau lieu de vie et d'essayer de reconstruire un quotidien. En Haute-Garonne, une habitante accueille un jeune et sa mère depuis plus d'une semaine. La vie à trois s'organise avec le temps et la bienveillance. Un reportage d'Anne Arguet pour Via Occitanie. Des poches remplies de vêtements. Chaque jour, Frédéric reçoit la visite solidaire de ses proches ou de la mairie de Bessières, contribuant à l'accueil de 2 Ukrainiens chez elle. Alexandre, 16 ans, et sa mère Nina, 62 ans, sont arrivés dans la nuit de mardi, presque les mains vides. Ils sont arrivés avec une valise pour 2. C'était vraiment l'urgence pour leur trouver des habits. Depuis 3 jours, Alexandre et Nina s'acclimatent au quotidien de Frédéric, très reconnaissant d'avoir pu échapper à la guerre.
Quand nous sommes arrivés à Bessières, nous avons rencontré Frédéric et Philippe. Nous nous sommes installés dans leur maison et je pense qu'enfin aujourd'hui nous sommes en sécurité. Je suis très reconnaissant de toutes les aides que nous avons reçues. Mais l'adaptation prend du temps et passe par la communication. Nina et Alexandre ne parlent ni français ni anglais. Frédéric utilise des traducteurs sur son téléphone et a inventé un manuel d'apprentissage qu'ils utilisent tous les jours. Il y a des petites étiquettes et à chaque fois il y a le mot en français, en ukrainien et la prononciation en fait qui va avec. Comment t'appelles-tu ? Voilà, on en est vraiment au tout début, mais je pense que c'est le tout début qui est le plus difficile. Frédéric s'investit beaucoup pour rendre le quotidien de Nina et son fils plus facile et plus heureux. Elle a réservé sa semaine en attendant qu'il gagne en autonomie. Voilà, et on referme cette page consacrée à la guerre en Ukraine avec un extrait de l'émission Face au territoire, diffusée jeudi dernier sur TV5 Monde. Vadim Omelchenko, l'ambassadeur d'Ukraine en France, était l'invité de ce numéro spécial consacré à la guerre dans son pays. Regardez ce qu'a dit ce proche de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. La Croix-Rouge fait l'objet d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, accusée d'avoir pris part à l'évacuation forcée de civils vers la Russie. Ces accusations sont injustifiées. Je ne justifie aucune attaque. Pourquoi nous ne nous voyons pas près des villes assiégées? Puisque tout un chacun, nous avons été élevés depuis l'enfance sur le fait que la Croix-Rouge est présente là où il y a besoin, là où il y a la guerre, là où la situation est catastrophique. Et c'est pour cela que la Croix-Rouge bénéficie d'une immunité qui lui permet d'agir dans les situations où les deux parties ne peuvent pas agir. Et donc j'ai posé la question, pourquoi vous n'allez pas dans ces endroits, n'organisez pas les couloirs humanitaires dans les villes assiégées, par exemple à Mariupol? Et la réponse était, puisque la Russie ne reconnaît pas notre immunité et nous avons peur qu'il nous attaque. J'ai dit, très bien, mais où est votre déclaration publique à ce sujet? Pourquoi vous ne dites pas au monde entier que la Russie ne reconnaît pas votre immunité? Voilà, l'émission Face au territoire est à voir ou à revoir sur les sites internet de TV5 Monde, en replay, sur ouestfrance.fr, sur nicematin.com et sur 20minutes.fr, les partenaires de Face au territoire. Dans le reste de l'actualité, une initiative pour l'insertion dans les Vosges. La SNCF y propose, à titre expérimental bien sûr et en lien avec l'institution judiciaire, des travaux d'intérêt généraux en contact direct avec les voyageurs. Des missions qui peuvent déboucher sur un emploi à plein temps pour les condamnés à de courtes peines. Une équipe de Vosges Télévisions s'est intéressée à ce dispositif en gare d'Épinal. Certains visages sont bien entendu floutés. Reportage d'Anthony Sapp et d'Anne Didier sur place. Un job provisoire non rémunéré, une mission de quelques dizaines d'heures pour éviter de passer par la case prison. C'est le principe du travail d'intérêt général réservé à ceux qui n'ont commis que des petits délits. Des dégradations, des outrages, certaines petites violences ou incivilités. Le fait de ne pas payer également les billets de train aussi peut rentrer dans les TIG. Le TIG existe depuis les années 80, mais il a tendance aujourd'hui à évoluer, là où les missions consistaient surtout jusqu'ici à nettoyer des tags ou ramasser des déchets en bord de route. La SNCF dans le Grand Est tente une autre approche. Des personnes récemment condamnées par la justice sont en contact direct avec les voyageurs pour les guider, les informer et aussi lutter contre la fraude. Ils sont à l'accueil embarquement et c'est une première en France. Super, merci, bon voyage. On a une 50aine d'heures effectuées à la gare d'Épinal et notre mission c'est d'accueillir les gens qui prennent le train et de contrôler leur titre d'embarquement en fait. C'est comme une formation à peu près. Ils sont en train de nous former quoi. Parce que oui, la SNCF pourrait très bien au final embaucher l'un d'entre eux ou le recommander à une autre entreprise. Notre conviction, c'est qu'en fait, ce genre d'accueil-embarquement, ça permet de lutter contre la récidive des gens qui ont été condamnés à des peines. Et nous avons formé nos agents pour pouvoir les encadrer et ensuite, pourquoi pas, si l'accueil se passe bien, en général pendant 6 mois, les embaucher. On en a embauché un l'année dernière à Thionville. Et l'histoire pourrait très bien se finir ici aussi, puisque si la SNCF est satisfaite des tiges au service du public dans le Grand Est, elle pourrait rapidement développer l'expérience dans d'autres régions de France.
Comment lutter contre le dépôt des déchets sauvages ? La question tracasse les maires et les collectivités dans toute la France. Face aux incivilités de certains de ses administrés, un élu de l'Aube a eu l'idée originale d'afficher les déchets dans toute la ville. Oui, vous avez bien entendu, une exposition de vieilles télévisions usagées, de chaises et autres objets a envahi les rues de la commune de Sainte-Savine. Objectif de l'opération, sensibiliser la population. Chaque mois, les services municipaux ramassent 2,5 tonnes de déchets et encombrants. Beaucoup trop pour le maire. Écoutez-le au micro de nos partenaires de l'Est Éclair. C'est une exposition de ce que l'on retrouve en fait sur la voie publique en termes de dépôts sauvages sur le territoire de Sainte-Savine. Donc l'idée c'était de pouvoir représenter et montrer ce qu'on pouvait collecter sur une période d'1 mois sur le territoire de Sainte-Savine. Donc une représentation sur différents points pour montrer tout ce qu'on peut retrouver, que ce soit des réfrigérateurs, des canapés, des parapluies, enfin voilà, tous les types de déchets qu'on retrouve en tant que dépôt sauvage sur le territoire. Voilà une idée qui, on l'espère, fera changer les mentalités et les comportements. En Corse, les collectivités essaient aussi de réduire l'impact des ordures sur l'environnement et de mobiliser leur population. Dans le port de Calvi, la mairie et l'intercommunalité viennent d'installer un filet anti-déchets pour empêcher que les eaux de pluie transforment la mer en poubelle géante. Le principe est simple, stopper les bouteilles en plastique et autres détritus avant qu'ils ne soient rejetés dans la mer. Précision et images de Benjamin Canac et d'Ange Orsini de la rédaction de Via Tele Paese. On fait principalement des barrages flottants anti-pollution et des nasses anti-macro-déchets comme on vient d'installer aujourd'hui. Ça consiste à stopper les déchets avant qu'ils ne rejoignent le milieu naturel. Les études ont montré que 80% des déchets arrivent de par la terre et sont générés par l'homme et rejoignent via le réseau d'eau pluviale les mers et les océans. Et on peut très difficilement, voire c'est même quasiment impossible, de nettoyer les mers et les océans une fois que ces déchets le rejoignent. Ces avantages, ils sont nombreux. Lors de sa conception, nous avons voulu trouver une solution qui soit simple, efficace, sans électricité bien sûr, pour qu'on reste dans la logique et qui permette de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans transition dans ce grand JT des territoires, direction désormais le Val d'Oise à présent, où la commune de Franconville propose depuis 2 ans un atelier d'initiation aux échecs pour tous les élèves de CM1. Cette initiative, qui émane d'un rapport du ministère de l'Éducation nationale, se base sur le recours à certains jeux, tels que les échecs, pour améliorer le niveau des élèves en mathématiques. Un moyen d'apprentissage ludique et concret pour les écoliers qui semble fonctionner, vous allez le voir. Reportage d'Elisa Zanetta pour Via 95, donc dans le Val d'Oise. Échec et mat, c'est un échec dont on n'arrive pas à s'enlever, c'est bien un échec et mat. Stéphane Pinson, professeur d'échecs, apprend à cette classe de CM1 à jouer à ce jeu de stratégie. Un apprentissage qui leur permet d'évoluer sur le plan personnel. Il n'y a pas nécessairement de prérequis, donc même en ayant certaines difficultés dans les disciplines scolaires traditionnelles, ils vont pouvoir assez rapidement se rendre compte qu'ils sont capables et gagner en confiance et puis se mettre soudain, s'exprimer, poser des questions, participer là où ils ne le font pas nécessairement sur les toutes premières séances. Loin des cahiers de mathématiques et de français, ces élèves de Franconville exécutent dans la bonne humeur les stratégies de ce jeu de logique. J'aime bien l'échec parce que ça fait réfléchir le cerveau, on peut s'amuser avec ses amis en même temps. Ça me rend heureuse et ça me fait réfléchir, ça me prend mon temps, ça me fait prendre mon temps. Je suis pas pressée. Proposé pendant une dizaine d'années sur la pause méridienne pour les élèves volontaires, l'ensemble des CM1 de Franconville bénéficie de cours d'échecs obligatoires depuis 2 ans. Ce dispositif découle d'un rapport de l'Éducation nationale paru en février 2018. Il alerte sur la dégradation des résultats des élèves dans cette matière. Le gouvernement préconise, entre autres, la pratique de certains jeux tels que les échecs pour améliorer le niveau des élèves en mathématiques. Se repérer dans l'espace, au niveau des stratégies pour réussir à bouger les pièces et en mettre en échec son adversaire. 10 séances sont prévues dans l'année. Pour le moment, à peine la moitié des sessions a été réalisée. C'est peut-être un peu tôt pour voir un apport sur leur comportement, peut-être un petit peu plus quand même de contrôle de soi,
dans l'excitation, dans l'énervement et dans la frustration qu'ils peuvent avoir sur perdre une partie ou choses comme ça. Fier de ce projet, la municipalité de Franconville aimerait aller encore plus loin et organiser un tournoi avec l'ensemble des CM1 de la ville l'année prochaine. Des classes du primaire aux études supérieures, découvrons à présent le parcours de Florent, un jeune Limougeot passionné d'aviation et étudiant en informatique. Il pilote depuis sa majorité un avion de tourisme et rêve plus tard de prendre les commandes d'un avion de ligne. Pour Florent, apprendre à piloter, ce n'est pas qu'une idée en l'air, c'est le cas de le dire. Reportage d'Alain Druot pour 7 à Limoges. Un peu avant 18 ans, on rêve de se déplacer en autonomie avec son permis de conduire. Pour Florent, c'est conduite et pilotage. J'ai eu la chance de faire un baptême de l'air il y a à peu près 10 ans. Et puis le soir même, j'ai acheté un simulateur de vol et puis ça s'est jamais arrêté. Étudiant en informatique, le jeune pilote accumule les heures de vol à l'aéroclub avec en ligne de mire l'école de l'aviation civile. On apprend toute la partie avion qu'on n'a pas en simulateur de vol parce qu'on n'est pas sur un vrai avion. Donc forcément, c'est un petit peu spécial de passer du virtuel au réel. Et c'est surtout l'apprentissage des perspectives, de comment un avion se comporte dans l'air. Et on a toute l'aérologie qui est vachement différente. Un simulateur de vol ne reproduit pas la réalité. Il essaye de reproduire la réalité, mais il y a quand même une grande différence entre le simulateur et le réel. Et Limoges, bonjour du Indy Hotel. Indy Hotel Limoges. Bonjour monsieur Fox Golf Delta Indy Hotel, un Cessna 172 au parking. Avec Charlie, 2 personnes à bord, on souhaite rouler pour un tour de ville. Prêt à décoller, concentré, Florent laisse 5 secondes son esprit se projeter dans le futur. J'en rêve depuis tellement longtemps, il faut dire que honnêtement, être pilote de ligne, ce sera un peu la consécration. Devant ce pilote développeur informatique se présente un cursus quasi complet pour le futur commandant de bord. Entre maintenant et pilote de ligne, moi ce qui va surtout se passer, ça va être comment va évoluer l'aviation, parce que l'aviation en ce moment a un petit peu de mal, donc il n'y a pas de perspective d'emploi. Il faut compter 2 ans pour être professionnel. Je pars pas de zéro, donc j'ai quand même quelques heures déjà. Mais... Dans l'immédiat, Florent est dans l'attente de la confirmation de sa participation cet été au tour aérien des jeunes pilotes. Tout à fait autre chose maintenant, destination Mars au départ de Toulouse dans cette édition. Un terrain martien vient d'être inauguré à la Cité de l'Espace, là-bas. Une première en Europe, ce cratère accueille les répliques en taille réelle des robots présents actuellement sur la planète rouge. Persévérance et Zhurong, c'est leur nom. Cet équipement a été conçu en partenariat avec le Centre national d'études spatiales et sera ouvert au public dès ce 5 avril. Une plongée sur Mars depuis la Terre. Les précisions recueillies par Manon aussi pour le journal La Dépêche du Midi, nos partenaires. On a une idée parce que Mars, l'exploration robotique de la planète, est une actualité qui va nous amener jusqu'à 2033 avec une grande aventure de retour d'échantillons martiens sur Terre. Donc nous, on a voulu se doter à la Cité de l'Espace d'un écrin martien de ce cratère pour pouvoir raconter cette super aventure à nos visiteurs sur les 10 ans à venir. On peut dire qu'on propose une animation immersive dans des conditions réelles. Voilà, d'un voyage dans l'espace à une aventure sur l'eau. Près de Saint-Malo, un voilier historique est actuellement en pleine rénovation. Le Kermor, c'est son nom, est en chantier pour quelques semaines encore, après un temps passé à l'abandon sur le littoral. Bientôt, il reprendra la mer grâce à l'engagement d'une association et le travail de jeunes de la protection de l'enfance. Une remise à neuf et à l'eau, pas comme les autres, que nous raconte Claudia Caratori pour la chaîne TVR à Rennes. C'est l'histoire d'un vieux gréement à l'abandon sur les bords de la Rance. Construit en 1951 à Camaret, Kermor, ce voilier classé bateau d'intérêt patrimonial, a été repéré par l'association Malouine Sensation Littorale. Acheté 1 € symbolique à son propriétaire, il est à présent en chantier à Pleudien, entre les mains expertes de Camille Gaborio, charpentier de marine. C'est vrai que c'est passionnant de travailler sur un beau bateau. Donc en plus, l'utilité de ce bateau dans l'avenir, tel qu'on m'a expliqué, c'est le bateau typique de ce que l'armateur recherchait. À ses côtés, un bel équipage, son apprenti, des bénévoles de l'association et des jeunes de la protection de l'enfance se relaient pour donner une nouvelle vie à ce bateau de pêche. C'est simplement le bois qui va absorber tout le produit qu'on lui met, c'est pas du vernis. Le chantier de bateau, eux, ils l'ont vu au tout début, ils ont vu arriver le bateau, ils ont vu se construire les espars, donc les mâts, les baumes, les vergues, tout ça. Aujourd'hui, ils participent à leur confection et à leur réalisation.
Et le but du jeu, évidemment, c'est qu'ils montent dessus une fois que le bateau sera à l'eau. Bientôt, le Kermor rejoindra la flotte des voiliers de l'association Sensation Littorale. On fait de la découverte, aussi bien à terre qu'en mer, du patrimoine marin, du patrimoine du littoral et notamment aussi de la côte d'Émeraude. Donc le fait d'avoir en fait ce vieux gréement qui est magnifique, le Kermor, ça nous permettra d'accueillir le maximum de personnes. Chaque personne participe aux manœuvres du bateau, aussi bien diriger le bateau que sortir les voiles, etc. Il reste encore du travail sur le chantier. Les bénévoles sont les bienvenus pour que d'ici quelques semaines, le Kermor navigue de nouveau en baie de Saint-Malo et embarque petits et grands marins à la barre de ce voilier d'un autre temps. Tout à fait autre chose. Après 2 années de fermeture pour travaux, le restaurant Les Belles Perdrix, situé à Saint-Émilion en Gironde, s'est vu distinguer d'une étoile au guide Michelin dans le classement 2022. Une récompense pour sa réouverture, agrémentée d'une étoile verte pour son engagement écologique. De la cuisine de qualité et locale et aussi vertueuse pour l'environnement, Alix Fourcade de TV7 nous fait découvrir quelques éléments de cette recette magique. Regardez. Tout commence par le potager pour le chef David Charrier. Vous sortez une carotte, vous la lavez, vous la cuisez, vous la donnez à votre client. Au niveau circuit court et fraîcheur, vous ne pouvez pas beaucoup faire mieux. À quelques mètres de là, son restaurant Les Belles Perdrix, installé au sein du château Trop-Plommondeau à Saint-Émilion. Pour ce potager notamment, il s'est vu distinguer d'une étoile verte par le guide Michelin 2022. Cette étoile récompense les initiatives vertueuses pour l'environnement. Et ce qui n'est pas cuisiné, ce sont les animaux qui le mangent. C'est une solution pour nous, voilà, vraiment d'être zéro déchets organiques. On garde tout sur la propriété. Et ce qu'on ne peut pas recycler, on le met au compost qui va être utilisé après pour le potager. Le restaurant a fermé 2 ans pour travaux. Il avait une étoile qu'il a dû rendre à Michelin. Il la récupère cette année pour la réouverture. Je dis toujours à mes équipes, pensez que comme si c'était votre meilleur ami qui arrivait à la maison, votre famille qui venait à la maison manger chez vous. Vous avez envie de leur faire plaisir, c'est ce qu'on fait ici. On essaye d'être bienveillant avec tous les gens qui viennent chez nous, essayer de leur faire passer un bon moment à la maison, quoi. Son chef pâtissier Adrien Salavert a aussi reçu la distinction Passion Dessert du Michelin. On est dans notre petite bulle de laboratoire, comme on appelle ici, et en fait on voit pas trop, on n'entend pas toujours le retour des clients, et là le fait d'être reconnu par le guide Michelin, ça nous fait extrêmement plaisir. Les Belles Perdrix est le seul restaurant de la région à avoir reçu une étoile verte. Voilà, tout à fait autre chose, plus simple mais tout aussi appétissant. Le sandwich aux rillettes fait la fierté de la Sarthe. Au Mans, le record du plus long sandwich au monde vient d'être battu, 101 mètres et 43 cm précisément. Un record pour la défense de la culture culinaire locale après s'être fait voler la vedette par les villes de Laval et de Tours les années précédentes. Mais aussi pour la bonne cause. Un reportage festif et convivial d'Enzo Maubert pour LMTV, Sarthe bien sûr. Record battu, 101 mètres et 43 cm. La Sarthe a officiellement réalisé le plus long sandwich aux rillettes du monde et il a fallu de la place pour l'installer en plein milieu de l'esplanade des Jacobins, à tel point que les organisateurs ont même dû s'arranger pour laisser passer les voitures. Mais bon, que ne ferait-on pas pour nos fameuses rillettes ? Les Sartois est vraiment attaché à son patrimoine que sont les rillettes. Et un Sartois sans rillettes n'est pas un Sartois, hein, voilà. Des centaines de personnes réunies dans une ambiance joyeuse, on n'avait pas vu ça depuis bien longtemps. Un public heureux pour un défi de taille, il a fallu 50 tartineurs, 200 baguettes et pas moins de 46 kilos de rillettes pour arriver à ce sandwich géant. Une vraie organisation pour une bonne cause. On est forcément fiers, ouais. Déjà, on est content d'avoir fait le travail en moins d'1 heure. Et en fait, c'est pas un travail parce qu'on est tous là, les collègues bouchers, boulangers et charcutiers. On s'est amusé à faire le sandwich. Voilà, il fait 101 mètres, mais le but, c'est de l'offrir à quelqu'un. Donc là, on est en train de le vendre en ce moment pour une association, les Ailes du Rire. Donc pour nous, c'est très important. Voilà, le sandwich n'est pas jeté et le profit, c'est uniquement une association. Les organisateurs donnent rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau record, n'en déplaise aux Lavallois ou aux Tourangeaux qui avaient essayé de nous détrôner. La rillette est sartoise et elle le restera.
Une idée de sortie culturelle à présent dans ce grand JT des territoires avec l'exposition Bonjour Paris à découvrir jusqu'au 15 avril dans la capitale. Cette exposition présente 29 artistes internationaux issus de la nouvelle scène pop asiatique. Des œuvres souvent inspirées de l'univers manga et de l'art urbain y sont notamment exposées. Vous en voyez quelques images prises par Ariana Yerso. Certains peintres, notamment de Hong Kong, exposent pour la première fois à Paris et sont donc à découvrir à la galerie 24B dans le 1er arrondissement de la capitale. Enfin, d'autres belles images pour terminer cette édition, celle d'un journaliste de Sud-Ouest, Jean-Michel Selva, journaliste et photographe d'ailleurs, qui est un passionné de sa ville, Bordeaux, et des États-Unis également, en particulier, comme vous le voyez, de la Nouvelle-Orléans, où il s'amuse à capter l'ambiance et les couleurs si particulières de cette ville, de bien beaux clichés qui nous permettent de voyager de l'autre côté de l'Atlantique, le temps de quelques photos. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très vite dans une prochaine édition. Au revoir à tous.